Bon, bonjour à tous et merci au CNEAF de m'avoir permis de témoigner là aujourd'hui sur un sujet. Quand Alexandra m'a appelé pour venir témoigner sur la réglementation environnementale 2020, je lui ai dit, tu sais, on n'a pas suffisamment de dossiers en référence. Elle est applicable depuis le 1er janvier. Et en toute humilité, je ne peux pas avoir la prétention de... Mais par contre... Je lui dis, il y a un sujet qui m'intéresse et sur lequel je peux témoigner, c'est celui relatif au confort thermique d'été qui, comme vous l'a exposé probablement Jean-Louis Esparvet ce matin, est un des sujets nouveaux de la réglementation environnementale. Et donc, je viens témoigner d'une étude de sensibilité qu'on a faite pour un client, un bailleur social toulousain, qui nous a posé cette question à travers un appel d'offres à destination d'assistants à maîtrise d'ouvrage, d'AMO, en nous disant voilà, comment construire aujourd'hui des logements collectifs qui resteront confortables en été à l'horizon 2050. Alors là, on vous pose ce type de questions, c'est pas évident. Alors d'abord, je me présente, donc je suis gérant d'un bureau d'études Atmosphère. Très rapidement, Atmosphère, un bureau d'études de 13 personnes aujourd'hui, que j'ai créé en 2005 et qui réalise des études en 3 familles de missions. Une première famille en amont de la maîtrise d'œuvre de l'eau technique, tout ce qui est audit énergétique, conseil, expertise, beaucoup d'études de faisabilité d'énergie renouvelable, surtout en ce moment où les factures énergétiques amènent enfin nos clients à se poser les questions, les bonnes questions. Donc c'est du solaire thermique, solaire photovoltaïque, géothermie, chaufferie bois, réseau de chaleur, etc. Des missions de maîtrise d'œuvre sur les lots techniques fluides, chauffage, clim, ventilation, plomberie, désenfumage, et des missions d'assistance technique à maîtrise d'ouvrage pour tous les sujets qui concernent la vie des installations après leur réception. Donc ça, c'est un peu une singularité, et nos confrères s'y frottent très peu à ces sujets. On ne comprend pas pourquoi, parce que ça nous apporte énormément. Et j'ai aucune honte à dire que depuis qu'on a un pied dans l'exploitation, je conçois mes installations totalement différemment. Et donc le fait d'avoir un pied dans la conception, un pied dans l'exploitation nous a naturellement amené au lien entre ces professions, que sont aussi la profession de maître d'ouvrage, l'utilisateur, la profession de bureau d'études fluides et AMO en exploitation, mais aussi et surtout l'installateur et le technicien d'exploitation. Ces deux-là, ils ne se parlent jamais, ils s'évitent, même quand ils font partie de la même entreprise. Et donc le commissionnement est là pour assurer le lien entre tout ça. Rapidement, donc pour le sommaire, je vais vous présenter donc, rapidement la méthodologie d'approche du groupement d'AMO que nous étions pour répondre à cet appel d'offres, la présentation des indicateurs de confort thermique d'été dans le temps à travers les réglementations thermiques, l'ARE 2020, mais aussi des notions, la préhension du confort thermique est encore différente dans des simulations thermiques dynamiques. La définition de l'indicateur degré-heure et les seuils imposés par l'ARE 2020. Enfin, le calcul de l'indicateur degré-heure dans différentes simulations qui ont fait l'objet de notre étude de sensibilité. Le lien avec l'indicateur IC, l'indicateur de construction qui vise, lui, à la décarbonation des bâtiments et des énergies. Et, in fine, la comparaison avec des simulations thermiques dynamiques. Donc la méthodologie d'approche, le groupement était constitué d'un urbaniste, d'un architecte, d'un bureau d'études qui s'appelle Terrel, qui est très compétent dans tout ce qui est justement carbone au niveau de la structure des bâtiments, et nous pour tout ce qui était appréhension fluide. On s'est regroupés et après le calage entre l'urbaniste de la ZAC et l'urbaniste de notre groupement, on s'est concerté, on s'est dit, pour créer un bâtiment qui soit confortable et pour rédiger un programme à destination de maître d'œuvre, on a tout intérêt à mettre le maximum de chances de notre côté. Donc on s'est concerté et on a fait état, chacun d'entre nous, des retours d'expérience sur ces sujets et bien sûr du bon sens.
Donc on s'est dit à simuler des bâtiments, autant que ce soit des bâtiments qui soient dans un environnement où on aura créé un îlot de fraîcheur avec des espaces verts en périphérie, avec des arbres à feuilles caduques, avec, si possible, de l'eau, pourquoi pas, idéalement un microclimat au sein de la parcelle. On va bien évidemment s'intéresser à l'optimisation de l'implantation et de l'orientation sur la parcelle, ça c'était le travail de l'urbaniste. Optimiser l'architecture, la forme et la morphologie des bâtiments, on va y revenir. Favoriser des logements traversants, puisqu'on sait que c'est une solution qui fonctionne bien quand on a la possibilité d'ouvrir de façade à façade, d'ouvrir les fenêtres la nuit pour décharger la nuit la chaleur emmagasinée le jour par le bâtiment. On va favoriser l'inertie du bâti et on va regarder son incidence. On va créer des espaces tampons. On va maîtriser, bien sûr, l'étanchéité à l'air de l'enveloppe. On va favoriser l'usage de couleurs claires en façade et en toiture. On va limiter des apports externes en protégeant, bien sûr, les baies vitrées. Et puis, on s'est dit, tiens, on pourrait supprimer les balcons et essayer de voir ce que ça donne avec des loggias pour voir si on a une incidence. Bien évidemment, maîtriser les apports internes et puis faire de l'assistance à maîtrise d'usage parce qu'on pressent depuis quelques années que plus on veut aller vers des bâtiments énergétiquement performants, plus il est difficile plus il est nécessaire déjà d'expliquer les choses aux utilisateurs et plus il est difficile d'optimiser le fonctionnement des bâtiments. Alors rapidement, le confort thermique d'été, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on s'en préoccupe et ce n'est pas la RE 2020 qui a inventé les choses. Il y a eu d'abord, depuis 2000, la RT 2000, puis la RT 2005 et enfin la RT 2012, le même indicateur qui s'appelle la température intérieure conventionnelle. Les réglementations thermiques nous disaient cet indicateur, température intérieure conventionnelle, doit être inférieur à une température intérieure conventionnelle de référence. Un fiasco. C'est un monstre mathématique, je pèse mes mots. Tous les projets qu'on a pu étudier étaient bons réglementairement au sens de cet indicateur. Et pourtant, il y en a eu des contre-références. Le législateur, et ça fait pourtant quelques années qu'on s'en plaint sous nos latitudes, en zone H2C, puis c'est encore plus vrai en zone H3 et en zone H2D, qui sont des zones climatiques. Vous savez probablement que le territoire national est décomposé en zones climatiques. Et donc, on s'en plaint depuis quelques années. Et donc, voilà, après réception de travaux, on voit apparaître ce genre de choses quelques années plus tard. Ouais. Il fait chaud. Ouais. Il fait chaud. Oui, c'est bon, c'est quand même osé. Le confort thermique d'été au sens des simulations thermiques dynamiques. Là, il est approché beaucoup plus finement, puisqu'on tient compte de ce qu'on appelle la température intérieure opérative. La température intérieure opérative est une moyenne arithmétique entre une température de l'air, celle qu'on mesure avec nos thermomètres à alcool ou à mercure s'il en reste, et la température des parois, donc la température radiative. Donc on peut, avec une boule, s'il existe, une sonde à boule noire, qui mesure ce type de température opérative et qui est le vrai indicateur du confort thermique humain. L'être humain est beaucoup plus sensible au phénomène radiatif qu'au phénomène convectif. Et donc les parois, le rayonnement participent énormément au confort thermique, hygrothermique. Donc le confort thermique d'été dépend également de l'humidité relative, de la vitesse de l'air. Et il y a un architecte israélien, M. Givoni, qui s'est intéressé à la chose et qui a défini des zones de confort en fonction de l'hygrométrie, des températures extérieures et également de la vitesse d'air, puisque, vous le savez, M. Planton nous l'a rappelé, dès qu'on a un courant d'air, bien sûr, on évapore de l'eau, la sueur qui est sur notre peau, et du coup, on rafraîchit le corps, d'où la sensation de fraîcheur dès qu'on a un petit courant d'air en plein été. La RE 2020 envisage les choses différemment,
heureusement, beaucoup plus finement que celle de la RT 2012 et des RT précédentes, avec cette notion de degré-heure. Donc les degrés-heure, pour les énergéticiens, ils sont voués, enfin ils sont rompus à l'exercice. Les degrés-heure, ce sont des degrés que multiplient des heures. Là, ce sont des degrés d'inconfort par rapport à une référence, et on intègre dans le temps les durées pendant lesquelles on a constaté cet inconfort. Donc le nombre de degrés-heure d'inconfort estival est évalué pour chaque partie de bâtiment thermiquement homogène. Il est exprimé en degrés-heure et il est noté DH. Il exprime la durée et l'intensité des périodes d'inconfort dans le bâtiment sur une année, donc on cumule toutes ces degrés-heures, lorsque la température intérieure est supposée engendrer de l'inconfort. Donc dans l'exemple ci-dessus, vous avez en noir la courbe d'évolution d'une température, soit à l'échelle d'un bâtiment, soit à l'échelle d'un logement, soit à l'échelle d'une pièce du logement. Et en rouge, la valeur à partir de laquelle on considère qu'on a un inconfort. Donc dans la première partie de la journée, il n'y a pas de problème, et puis arrivé à 14 heures, on se rend compte qu'on dépasse cette valeur d'inconfort, de température d'inconfort, qui en base est donnée à 26 degrés. Et là, le législateur, il a pensé intelligemment au fait que lorsqu'il y a une canicule, lorsqu'on passe plus de 3 jours, selon la définition de Météo France, ou 5 jours, selon la définition de la DHUP, qui n'est pas la même, en tout cas, on considère que l'organisme s'est habitué à cette atmosphère chaude, et notre métabolisme fait que, du coup, on supporte davantage des températures plus élevées. C'est la raison pour laquelle, au bout de 3 jours, on peut basculer de 26 à 27 degrés, et puis 3 jours ou 5 jours plus tard, donc au bout de 10 jours de canicule, on basculerait à 28 degrés et on calculait les degrés-heure par rapport à cette nouvelle base. On ne s'y intéresse bien évidemment qu'en période d'occupation. Il peut y avoir des degrés-heure en période d'inoccupation, mais cela, bien évidemment, ne nous intéresse pas. Donc l'exigence des degrés-heure par la RE 2020, elle est basée sur un double seuil. Donc on utilise, la RE 2020 utilise un nouveau fichier météo. Vous savez probablement que depuis la RT 2000, la RT 2005, la RT 2012, on n'est plus sur des modèles statiques comme l'était la RT 88, on est sur des modèles dynamiques, c'est-à-dire qu'on fonctionne au pas de temps horaire. On va modéliser un bâtiment et on va y injecter tout un tas de données d'un fichier météo, la température extérieure, l'ensoleillement, la vitesse du vent, etc. L'hygrométrie, bien sûr, heure par heure, sur 8760 valeurs. Et donc, on calcule le bâtiment heure par heure et on regarde son comportement et on analyse tout ça. Ça, le modèle de la RE 2020 est basé également sur ce sujet-là. Donc on a un fichier météo qui a changé par rapport à celui de la RT 2012. C'est une météo caniculaire. On a récupéré en fait toutes les données de la météo du mois d'août de l'année 2003 dans la RE 2020. Et donc on simule le comportement du bâtiment. On fait le calcul de la somme des degrés-heure, donc depuis 26, 27 ou 28 degrés, une base variable, et de là on obtient une valeur qui, si elle est supérieure au degré-heure maximum, eh bien, on est non réglementaire, on a un inconfort caractérisé. Si on est entre deux seuils, max et bas, eh bien, on a un inconfort probable, mais non excessif en cas de canicule. Et dans ce cas-là, le coefficient CEP est pénalisé par le biais d'une consommation de rafraîchissement forfaitaire. Et par contre, si on est en dessous de 360 degrés-heure, alors on a le confort assuré sans refroidissement complémentaire. Donc l'objectif de degrés-heure par rapport à la RT 2012, c'est la séquence caniculaire ajoutée au fichier météo, la comparaison de la température du groupe thermiquement homogène, ce qu'on appelle un groupe, donc à loisir du bureau d'études qui fait les calculs thermiques réglementaires de choisir son groupe thermiquement homogène, et c'est là où le bas blesse, on va le voir.
Et bien sûr, ça fait le cumul des degrés-heures d'inconfort pendant les heures d'occupation. Donc rapidement, et pour votre gouverne personnelle, les fichiers météo, là sur une semaine du mois d'août, on voit les trois courbes, la RT 2012, la RE 2020, pardon, et une courbe orange, qui est celle que nous a donnée le GIEC, puisque le GIEC, via une base de données qui s'appelle Météonormes, nous a donné, pour différentes villes de France, des projections, des perspectives d'évolution des températures, heure par heure, à 2040 et en 2070. Voilà. Donc, la question de notre client, c'était à l'horizon 2050. Donc, on a utilisé le fichier météo le plus proche, 2040. Ce que l'on voit à travers ces courbes, c'est que, on ne voit pas la fréquence, mais on voit l'intensité, elle est plus élevée. Et d'une manière générale, les courbes sont plus aplaties. Plus on va, plus l'écart entre des températures diurnes et nocturnes est faible. Et plus la fréquence, là on ne voit pas, c'est sur une semaine, mais plus la fréquence des canicules est importante. Pour information, sur le fichier du GIEC, le nombre de jours dont la température maximale sera supérieure de plus de 5 degrés à la normale, pendant au moins 5 jours consécutifs, elle est entre 10 et 19 jours en 2020, entre 30 et 39 jours en 2050, entre 60 et 69 jours en 2070. Ça va faire très mal. Pardon. Donc on est parti sur un bâtiment, une hypothèse de base, un bâtiment martyr, j'allais dire, qui est fictif, sur lequel on a trituré tout un tas de modes constructifs et puis d'hypothèses pour voir leurs incidences justement sur ce calcul des degrés-heures. Donc on est parti sur un bâtiment tout bête de ce qu'on aurait construit selon la RT 2012. Donc un bâtiment en briques, isolé par l'intérieur, avec des murs intérieurs en refend béton, un plancher bas sur terre-plein pour certains logements, un plancher bas sur parking ailleurs. On a 6 bâtiments en fait, ou 7 bâtiments, 7. Et une toiture terrasse. Une perméabilité à l'air qui est inférieure à celle du seuil, enfin de l'hypothèse pardon, prise en compte dans la référence de la RE 2020, puisque le CEREMA nous dit qu'on y arrive sans trop de difficultés aujourd'hui, enfin, à avoir des perméabilités à l'air inférieures à 1 m3 par mètre carré de parois déperditives. On ne s'est pas pénalisé, bien sûr, on a pris tous les logements traversants. Par contre, on a utilisé le fichier météo de notre zone climatique, H2C. Je suis désolé, c'est un peu égoïste pour les non-toulousains. Sachez que les résultats seraient totalement différents pour les zones H2D et H3. H2D, ce sont tous les départements en deuxième couronne, on va dire. H3, c'est toute la couronne de tous les départements en contact avec la Méditerranée. H2D, c'est le Vaucluse, la Drôme, les Alpes, je ne sais plus, enfin, la deuxième couronne dans le sud-est de la France. Et puis, on ne sait pas simplifier les choses parce qu'on est parti sur une zone d'exposition au bruit qui est très élevée, puisqu'on est en zone BR3. Je dis on se pénalise en faisant ça parce que, bien sûr, vous pressentez qu'on ne va pas pouvoir ouvrir les fenêtres comme on veut l'été pour assurer la ventilation traversante. Voilà, bon, la définition des logements. Et puis, voilà les résultats de notre bâtiment, ou de nos bâtiments, pardon, pris en hypothèse avec les modes constructifs que je viens de vous dire. Et puis vous me dites, mais alors, par rapport au seuil des 350 degrés heure, qu'est-ce qui vient nous embêter avec le confort d'été? On est bon, on est bon sur tous les bâtiments. Pas d'inquiétude. Ouais, sauf que on a fait tous ces calculs à l'échelle justement de chaque bâtiment, et c'est là où le bas blesse, c'est que la zone thermiquement homogène, le législateur nous permet de le faire selon une zone qui est thermiquement homogène. Donc une zone thermiquement homogène, c'est un bâtiment qui est traité de la même façon sur tout son volume. Il présente tout en toiture terrasse. Si on avait eu une partie du bâtiment en toiture terrasse, une partie en toiture sous comble, perdu, eh bien, on aurait fait 2 zones thermiquement homogènes. Là, on le fait à l'ensemble du bâtiment. Et c'est là où on se fait piéger, c'est que tout simplement, idéalement, il faudrait le faire au logement.
parce que les logements les plus impactés sont bien évidemment les logements de dernier niveau, ceux qui souffrent le plus. Et si on avait fait les mêmes calculs sur les logements de dernier niveau, et on le verra dans le cadre de simulation thermique dynamique à la fin de mon exposé, on serait bien pire que ça. Là, on est réglementaire, tout va bien. Et donc, on s'est amusé à regarder l'impact des invariants. Donc là, par exemple, si on a été parti sur une zone non exposée au bruit, eh bien, on se rend compte qu'on a un gain de moins 17 à moins 28%, ce n'est pas anodin. Donc on est encore mieux au niveau des degrés heures sur une zone non bruyante. Les logements non traversants, à vous architectes, ça va vous intéresser bougrement parce que c'est justement un des critères qui est très sensible. Si on passe d'une configuration de bâtiment à logement totalement traversant à celui de logement non traversant de façade à façade opposée, eh bien on a un gap de 51 à 97% en fonction de l'orientation bien sûr des bâtiments et de leur morphologie. Les limites de l'ARE 2020, c'est plutôt décevant à ce niveau-là. L'ARE 2020 ne tient pas compte du tout de son environnement, des espaces verts en périphérie. Pourtant, nos logiciels de calcul de l'ARE 2020 nous permettent d'implanter des arbres que l'on définit au sein de la parcelle. Ça n'y fait rien. La perméabilité à l'air, c'est pas terrible non plus. Bon, on passe de 0,8 à 1 mètre cube heure, donc on peut comprendre, oui, qu'on soit moins bon, légèrement moins bon, mais de plus 1 à plus 3%, c'est pas significatif. Certains bâtiments ont les parkings à simple rez-de-chaussée, parking ouvert, et les logements commencent au R+1. Sur ces bâtiments-là, on s'est dit, si on fermait les parkings, qu'est-ce qui se passerait ? Eh bien, on aurait 3 bâtiments sur 4 qui ne seraient pas confortables au sens de l'ARE 2020, puisqu'on aura créé des espaces tampons, oui, mais on va accumuler une surchauffe importante à rez-de-chaussée au niveau de ces parkings qui va, in fine, se diffuser dans les logements du premier niveau. Donc les 3 logements en question, les 3 bâtiments en question sur lesquels on a un dépassement du seuil bas sont des bâtiments à simple R+2, donc il n'y a que 2 niveaux de logement. L'impact de la loggia, l'impact des espaces tampons, en fait, si on remplace les balcons, puisqu'on était parti sur l'hypothèse de balcons, c'était des balcons désolidarisés, pas de pont thermique en prolongement du plancher. Si on met des loggias, eh bien, on se rend compte qu'on a un gain qui n'est pas neutre, de moins 14 à moins 39% en fonction du bâtiment. Et on se dit, tiens, là par contre, il y a une logique à tout ça, c'est pas neutre. Si le terme loggia sonne méditerranéen, en fait, on se rend compte que finalement, le bon sens finalement nous a amené à ne rien inventer, à réutiliser ce qui se construit plus au sud de chez nous, en Espagne, au Portugal, dans les pays du Maghreb, en Italie, en Grèce, les couleurs claires, les toitures terrasses, les loggias. On s'est amusé également par rapport à des coursives. Notre bâtiment était desservi par des coursives horizontales, extérieures. Qu'est-ce qui se passe si on les fermait ? Si on les fermait, on a un gain. On s'est dit, tiens, on a un gain, et pourtant, en fermant ces coursives extérieures, on a dégradé le bébio, on a surtout dégradé le facteur de lumière du jour, puisqu'on a un second jour par rapport à ces coursives, mais on a créé des espaces tampons, et donc c'est dans cet esprit que l'on a un gain à ce niveau-là. Pareil, au niveau des logements du rez-de-chaussée, sur terre-plein par rapport à un vide sanitaire, là, ça ne joue pas, malheureusement. Le moteur de calcul du CSTB n'est pas suffisamment fin pour appréhender les problèmes. Alors vous allez me dire, ça va dépendre bien évidemment de la hauteur du vide sanitaire, de son degré de ventilation également. L'isolation thermique par l'extérieur plutôt que par l'intérieur, on a conservé les briques, ça joue un peu, de moins 2 à moins 18% en fonction de l'orientation et des bâtiments. L'ossature bois, mur extérieur en ossature bois, avec une façade ossature bois, et
et le bâtiment qui devient en béton poteau-poutre. Alors là, on a des résultats qui sont inexploitables. Bon, on n'a pas fondamentalement changé l'inertie du bâtiment par rapport à la maçonnerie. Pardon, c'était là. Le mur lourd biosourcé. Donc un mur en béton de chanvre. Là, on a un gain, effectivement, qu'on constate sur les degrés heure de moins 3 à moins 10%. Un plancher intermédiaire mixte bois-béton, plus 10 à plus 89%. Le calcul de l'inertie dans les moteurs de calcul du CSTB donne la part belle au plancher lourd. On le voit beaucoup plus qu'aux façades. L'impact est très important dès qu'on touche à des planchers. Sur la cloison mitoyenne légère, par rapport à des refends en béton, bon, on augmente bien évidemment le nombre de degrés heure, plus 13 à plus 40%, puisqu'on a dégradé l'inertie. La toiture de type sarking, c'est-à-dire si on avait des logements sous-rampants en lieu et place de la toiture terrasse que nous avons imaginée, eh bien on a de moins 1 à plus 20%. Globalement, on a encore diminué l'inertie du bâtiment. Le plancher haut lourd sur comble perdu, plus du sarking, et toujours avec la fameuse BA13 ou BA18 sous les combles perdus. Alors là, si on passait avec un plancher sur comble perdu, pas une BA18, un plancher lourd sur comble perdu et du sarking en toiture, eh bien on aurait un gain encore. On a renforcé l'inertie thermique. Toiture légère sous comble perdu, plus 5 à plus 48%. Donc ça, c'est fini, messieurs, mesdames, les architectes. Là, c'est terminé. Une toiture terrasse végétalisée, ça n'est valable. La notion d'inertie n'est impactée pour une toiture terrasse végétalisée que pour de la toiture terrasse intensive, c'est-à-dire dès lors qu'on a plus de 30 cm de terre végétale sur une toiture. Tout le reste n'a aucune incidence. Et l'impact des brasseurs d'air, ça aussi, solution des pays du Sud, mais qui est très efficace, on s'en rend compte, moins 15 à moins 22%. Je n'ai pas trop le temps de juste de vous faire la synthèse. Donc mettre en place une inertie lourde, un plancher intermédiaire lourd, une toiture lourde. Alors ça ne veut pas dire forcément du béton bas carbone, hein, il y a d'autres solutions, on en a parlé. S'imposer au maximum tous les logements traversants, optimiser les dimensions et les performances des vitrages, et notamment leurs facteurs solaires selon leurs orientations, mettre en place des espaces tampons solarisés, et donc plutôt les loggias, avec une définition et une optimisation des protections solaires et de leurs commandes. Je crains fort qu'on aille de plus en plus vers des gestions semi-automatiques des protections solaires, les bâtiments devenant tellement sensibles et tellement performant énergétiquement. Juste un exemple de ce bailleur social qui, le même, m'a fait part, une année donnée, d'une famille, d'un bâtiment récent, RT 2012, une famille qui est partie en vacances. Cette famille a laissé tous ses volets ouverts, orientés façade sud-ouest, bien sûr. Ils sont partis en vacances 3 semaines. Ils ont bien profité de leurs vacances, mais ils ont fait vivre un cauchemar, un enfer pour tous les voisins, au-dessus, au-dessous, à droite, à gauche. Les apports solaires sont rentrés, ils ont été piégés dans le logement. Toute cette chaleur s'est diffusée dans la structure, les planchers, les murs de refend, les façades, et ça a diffusé, bien évidemment, chez les voisins. Un cauchemar. Donc, les protections solaires, c'est quelque chose qu'il va falloir, malheureusement, je dis bien malheureusement, je suis le premier à le déplorer, avoir des gestions certainement semi-automatiques. Privilégier un parking ouvert sur l'extérieur, donc les brasseurs d'air. Et conclusion à ce stade, l'ARE 2020 n'est pas un outil de conception, mais malheureusement, il induit une conception à travers justement ce type d'études de sensibilité. Il nous donne des exemples de solutions qui marchent mieux que d'autres. La nécessité de décomposer par zone thermique homogène plutôt qu'une simulation au bâtiment, même si le bâtiment lui-même est thermiquement homogène. À minima, idéalement, il faudrait faire une zone thermiquement homogène sur les logements de dernier niveau, une zone thermiquement homogène sur les logements
intermédiaire et sur une troisième zone sur le niveau bas. Donc la notion d'inertie thermique fortement liée à la nature des planchers, et on s'est posé la question, mais je crois que j'ai plus le temps de vous le présenter, quid de l'impact carbone sur les modes constructifs étudiés? On est dans une dichotomie, c'est-à-dire que tout ce qui est vrai pour le confort thermique d'été ne l'est pas pour la décarbonation des bâtiments, malheureusement. Voilà, donc on est dans comment dire, ce non-sens. Voilà, bon, j'ai terminé.